Donc nous allons voir les indications dans 3 pathologies, le diabète, le VCR, le BVR. Nous allons passer assez rapidement sur le diabète puisque le professeur Pornaras va traiter également le sujet. Laser périphérique et diabète, je vous montre ici un cas clinique. Une patiente, un jeune, qui avait 30 ans lorsque je l'ai opérée, qui se présente pour baisse d'acuité visuelle de l'œil droit. Malheureusement, c'est son seul œil. De l'autre côté, elle a fait un décommande rétine de l'enfance qui n'a jamais été opéré. Elle a PL-. Donc, elle vient pour ce vaste hématome rétro-hyaloïdien qui entraîne une baisse de vision sévère. Elle a 1/10. Je l'opère, je fais une vitrectomie. Et au décours de la vitrectomie, je ne vois pas vraiment de néovaisseau. Et donc, je ne fais pas de laser au décours de la vitrectomie. Je la réadresse au correspondant en disant il faut faire une angiographie parce que probablement il faudra faire du laser. Elle me dit je ne vois pas de néovaisseau, je ne fais pas d'angiographie. Je fais fais une angiographie, s'il te plaît. Elle est forcément proliférante puisqu'elle a saigné derrière la hyaloïde. On voit ici quelques zones d'ischémie. Au final, l'ischémie n'est pas si majeure que ça. Mais il fallait la traiter. Donc, le résultat de la PPR, c'est une patiente qui récupère bien, fort heureusement, elle récupère 10 sur 10. Mais de l'autre côté, elle fait un GNV dans le même temps qui nécessitera une énucléation en raison des douleurs. Alors, les stades de rétinopathie diabétique périphérique, il y en a plusieurs. La rétinopathie diabétique non proliférante, minime, modérée, sévère, et la proliférante. Concernant les indications du laser dans ces rétinopathies diabétiques périphériques, vous avez ici les recommandations de l'American Academy 2013, donc qui recommande de traiter par laser l'ischémie périphérique lorsque vous avez une rétinopathie à risque élevé. Vous voyez qu'ils font également assez peu d'angiographie. Donc, pour la rétinopathie préproliférante ou proliférante, il faut éviter la néovascularisation ou la faire involuer par une destruction des territoires ischémiques et au maximum la PPR. Il faut savoir continuer à réaliser des angiographies pour localiser l'étendue de l'ischémie. Ce n'est pas toujours évident de typer exactement l'ischémie périphérique chez ces patients sans angiographie. Il faut toujours rechercher une rubéose irienne et un début de GNV. Les anti-VEGF nous ont aidé grandement pour moduler le rythme de la PPR et améliorer l'adhérence de ces traitements à la PPR, puisqu'on traite l'œdème maculaire, les patients ont une amélioration visuelle et ils acceptent mieux le laser. Il faut savoir expliquer aux patients. Les anti-VEGF versus laser dans la rétinopathie diabétique proliférante, une étude a été menée sur 2 ans, donc des anti-VEGF toutes les 4 semaines pour traiter l'ischémie périphérique. À 2 ans, on avait les mêmes résultats qu'avec le laser. Cependant, ces patients sont toujours à risque de développer une néovascularisation puisque les territoires d'ischémie n'ont pas été traités. Donc la PPR reste toujours le traitement de référence pour traiter l'ischémie rétinienne périphérique. Simplement, les anti-VEGF permettent de moduler le rythme de PPR. Auparavant, on avait certains patients chez qui il fallait tout faire très très vite. Maintenant, on peut se donner un petit peu plus de temps. Nous allons voir une autre particularité de l'ischémie périphérique dans le diabète après la chirurgie de cataracte. Est-ce que la chirurgie de cataracte est un facteur de risque d'aggravation de l'ischémie périphérique? Pour l'œdème maculaire, clairement oui. Pour la rétinopathie périphérique, c'est beaucoup plus discuté. De plus, la plupart des études avaient été faites avec des chirurgies avec une extracapsulaire et non la phacoemulsification. Enfin, de toute façon, avant chirurgie de cataracte, il faut évaluer de manière très précise une éventuelle ischémie périphérique en réalisant éventuellement une angiographie. Et si ça n'a pas été fait en préopératoire, il faut réévaluer la situation post-opératoire. Mais clairement, il faut expliquer au patient qu'il a un risque d'aggravation de sa pathologie dans les suites d'une chirurgie de cataracte qui nécessitera un suivi dans les 6 mois qui suivent. Et il faut vraiment les suivre, surtout si la rétinopathie était à un stade avancé avant chirurgie. Et chez les patients chez qui vous n'allez pas avoir de suivi, éventuellement, vous pouvez discuter une chirurgie combinée où vous réalisez le laser au décours de la chirurgie de cataracte en faisant une vitrectomie en même temps. Laser périphérique et occlusion de la veine centrale de la rétine. Le cas d'un patient couturier qui présente une baisse de vision profonde sur œdème maculaire dans le cadre d'une NoVCR. L'œdème maculaire n'est pas si important que ça, avec un œdème à 478 microns. Il a une acuité visuelle chiffrée à 1/20. Donc c'est un patient de mon associé. Donc Claire Monin lui fait une IVT.
Ça va pas beaucoup mieux après IVT. L'aspect OCT est amélioré, mais il voit pas mieux. Donc on est en juillet. Tout ça, ça le lasse un petit peu. En plus, il a beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, il revient simplement en janvier. Il revient en janvier parce que là, il a mal. Il a très très mal. Il débute un glaucome néovasculaire. Vous avez ici son aspect OCT. Il ne voit quasiment rien. Donc on lui fait une IVT. Alors, les anti-VEGF, dans ce contexte, ne vont pas permettre de récupérer de la vision. Et ça va permettre de moduler le rythme de réalisation de PPR. Ça va permettre de contrôler la situation. Et surtout, chez ce patient qui passe souvent à la télé, ça lui permet d'avoir toujours son œil et d'avoir un œil qui n'est pas en exotropie, avec un contrôle de sa tension oculaire. Laser périphérique et OVCR. Dans les formes ischémiques, il faut savoir réaliser une angiographie devant une OVCR si vous avez des hémorragies laquées et des nodules cotonneux. Alors parfois, il faut savoir décaler la réalisation de cette angiographie. Il faut toujours penser au glaucome néovasculaire des 100 jours. Si vous utilisez des anti-VEGF pour prendre en charge l'œdème maculaire chez ces patients et la baisse de vision du départ, vous retardez le glaucome néovasculaire des 100 jours. En gros, vous rajoutez 40 jours par IVT. Il faut se souvenir que le risque de conversion ischémique est quand même assez élevé dans le cadre de l'OVCR, puisque 30 à 50% des formes bien perfusées initiales deviennent ischémiques, et le risque est d'autant plus élevé de transformation ischémique si l'acuité visuelle initiale est très basse, inférieure à 1/10. Et il faut toujours examiner l'iris, c'est chez le patient. Donc, il faut regarder l'iris avant dilatation. On fait une angiographie à la phase aiguë s'il n'y a pas trop d'hémorragie. Il faut savoir décaler la réalisation de l'angiographie si vous avez vraiment beaucoup d'hémorragie. À l'angiographie, on recherche une ischémie maculaire et périphérique. Il faut savoir débuter les anti-VEGF de manière rapide. À la phase chronique de la maladie, on recherche sur l'angiographie une ischémie maculaire, périphérique, des télangiectasies et un macroanévrisme éventuel. Il faut savoir qu'environ 50% des OVCR se compliquent de macroanévrismes qui peuvent entretenir un œdème maculaire. Laser périphérique. Donc on peut décaler ce laser si on injecte des anti-VEGF. C'est le seul traitement qui est efficace au final contre l'ischémie. Il faut toujours penser au risque de glaucome néovasculaire à l'arrêt des anti-VEGF. Et en phase chronique de la maladie, on traite par laser les zones d'ischémie et éventuellement d'éventuels macroanévrismes. Laser périphérique et occlusion de branches veineuses rétiniennes. Également, il faut savoir réaliser l'angiographie pour évaluer une éventuelle ischémie, angiographie qui peut être décalée après disparition des hémorragies rétiniennes. Vous avez ici le cas d'une patiente qui avait une occlusion de branche veineuse temporale supérieure avec beaucoup d'hémorragie. On a attendu pour réaliser l'angiographie que les hémorragies disparaissent. Elle a été traitée par injection de corticoïdes retard et on a traité l'ischémie périphérique pour éviter les problèmes de type hémorragie intravitrienne secondaire. Et probablement, l'ischémie périphérique peut participer à l'entretien de l'œdème maculaire. Donc, en conclusion, le laser reste le traitement de choix pour traiter l'ischémie périphérique. On a été grandement aidé par les injections d'anti-VEGF pour moduler le rythme du laser. Et clairement, il faut combiner les deux approches, laser plus anti-VEGF. Je vous remercie.